Qu'il s'agisse d'attaques contre des juges ou de tentatives d'évasion audacieuse, ces moments d'audience semblent tout droit sortis d'un film à suspense, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de moments d'audience réels et glaçants, si intenses que vous ne les oublierez pas de sitôt. C'est parti. Danielle Nicholson. Bien que la Cour de justice soit souvent considérée avec respect, elle a connu sa part de moments chaotiques, voire carrément effrayants. Et le cas de Danielle Nicholson figure assurément sur notre liste. Direction. Le tribunal de première instance de Christie's Beach, en Australie méridionale, où Nicholson est sur le point de transformer le tribunal en une sorte de champ de bataille. Après une tentative d'évasion assez spectaculaire. Le 15 septembre 2020, Danielle Nicholson a comparu devant le Christie's Beach Magistrate Court en Australie après avoir été accusée de port d'armes offensives et de possession d'une arme prohibée. Selon les dossiers du tribunal, Nicholson avait des problèmes de colère et de violence, ainsi qu'un important passé de toxicomanie remontant à 2002. En fait, il était sous l'emprise de la méthamphétamine au moment de l'audience. Ce qui devait être une simple audience s'est transformé en quelque chose de plus terrifiant lorsque Nicholson a appris que sa caution avait été révoquée. Il a d'abord essayé de s'excuser, de plaider pour sa sortie, et s'est peu à peu agité. Voyant que ses supplications n'aboutissent pas, Nicholson entre immédiatement dans une colère noire et, dans un geste que l'on attendrait d'un film d'action, tente de s'élancer par-dessus le quai. Lorsque 2 officiers du shérif ont tenté de l'empêcher de s'échapper du tribunal, il s'est engagé dans une énorme bagarre avec eux avant de sauter du quai lors de sa 2e tentative et d'atterrir sur la table du bar. Un procureur de la police présent dans la salle d'audience a dû intervenir rapidement, saisir Nicholson et le plaquer au sol. Cependant, Nicholson, toujours sous l'emprise de la drogue, a réussi à se libérer de l'emprise du procureur et a poursuivi sa tentative de fuite jusqu'à ce qu'il perde l'équilibre et tombe au sol. À ce moment-là, sa femme, qui tenait son enfant dans ses bras, était entrée dans la salle d'audience à la suite de la bagarre et continuait à crier après les officiers, affirmant que son mari était malade. Nicholson a finalement été maîtrisé et accusé de s'être échappé de la prison et d'avoir causé des dommages aux officiers du shérif. Un agent s'est cassé le pied et a dû porter une botte de lune pendant des semaines. Nicholson a affirmé avoir paniqué lorsqu'il a appris que sa caution était révoquée, car il pensait qu'il ne faisait que comparaître devant le tribunal ce jour-là et qu'il serait rentré chez lui avec son fils. Toutefois, son emportement était inexcusable et Nicholson a été condamné à 1 an, 9 mois et 18 ans de prison. Si vous pensiez que la crise de Nicholson était effrayante, attendez de rencontrer notre prochain accusé dont le comportement au tribunal fait encore froid dans le dos. Michael Marin. Les coups d'éclat, bien qu'imprévus, ne sont pas habituels dans les salles d'audience. Cependant, une chose à laquelle la plupart des gens s'attendent rarement est la mort en plein milieu d'une procédure judiciaire. C'est exactement ce qu'a fait Michael Marin en se suicidant en plein tribunal. Prenez place au tribunal supérieur du comté de Maricopa, en Arizona, où se déroule cette scène horrifiante. Michael James Marin était un financier américain bien connu, un avocat, un ancien trader de Wall Street et un millionnaire qui menait un style de vie plutôt somptueux. Il était si riche qu'il a acheté un manoir de plusieurs millions de dollars en Arizona et a collectionné des œuvres d'art, dont des gravures du célèbre Pablo Picasso. Le 5 juillet 2009, la nouvelle est tombée. Le manoir de Marin, d'une valeur de 2,55 millions de dollars, situé dans le quartier Tony Biltmore Estates de Phoenix, a été détruit par un incendie. Malheureusement, il a été découvert que Marin avait lui-même provoqué l'incendie après avoir été incapable d'honorer ses paiements hypothécaires et après l'échec d'un projet de tirage au sort de sa maison dans le cadre d'une collecte de fonds pour une œuvre de bienfaisance. Le millionnaire a été accusé d'incendie criminel et de fraude à l'assurance pour avoir mis le feu à sa maison, et ses audiences ont débuté le 21 mai 2012. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, Marin risque entre 7 et 21 ans de prison. Le 28 juin 2012, la procédure judiciaire s'est déroulée normalement au tribunal du comté de Maricopa et le jury devait rendre son verdict. Il a déclaré Marin coupable, mais c'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure effrayante. Dès que le verdict a été prononcé, Marin a été filmé dans une salle d'audience terrifiante, fermant les yeux et mettant ses mains sur son visage avant de mettre quelque chose dans sa bouche et de boire un liquide. Presque immédiatement, il s'est effondré sur le sol et a commencé à convulser. Lorsqu'il est transporté d'urgence à l'hôpital, Michael Marin est déclaré mort. Le millionnaire s'est suicidé sous les yeux du public en absorbant une dose mortelle de cyanure. L'acte de Michael Marin a peut-être glacé le sang, c'est le moins que l'on puisse dire, mais notre prochain accusé a prouvé que même les adolescents pouvaient devenir fous dans la salle d'audience. Chandel Jackson. Accusé du meurtre d'un étudiant de 21 ans, Chandel Jackson a fait preuve d'un grand manque de respect tout au long de son procès.
en souriant et en se moquant de la famille de la victime, on aurait pu croire qu'il comparaissait pour un délit mineur, et ce, jusqu'à ce qu'il soit condamné. Les témoins de la cour d'appel du comté de Milwaukee ont eu un choc et un moment plutôt effrayant lorsque Chandel Jackson s'est vu infliger sa peine. Le 6 juillet 2009, Nathan Potter, 21 ans, étudiant à l'Université du Wisconsin, se rendait à son appartement lorsqu'il a été braqué par Chandel Jackson, 19 ans, et un complice. Lorsque les deux hommes ont découvert que Potter n'avait pas d'argent sur lui, Jackson a tiré sur Potter et l'a tué. Les deux adolescents ont finalement été arrêtés et inculpés d'homicide volontaire au premier degré et de tentative de vol. Sachant qu'ils venaient de mettre fin à une vie, on aurait pu s'attendre à ce que Jackson éprouve des remords, mais ses actes lors de son procès ont montré au monde qui il était vraiment, même lorsque sa mère a affirmé dans la salle d'audience que son fils n'était pas un monstre. Alors que Jackson semblait s'en donner à cœur joie lors de son procès, l'heure de la sentence est arrivée, et c'est à ce moment-là qu'il a semblé réaliser à quel point les choses étaient sérieuses. Son appel au tribunal pour qu'il ne soit pas condamné n'a pas fonctionné, puisqu'il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Nathan Potter. C'est à ce moment-là que l'enfer s'est déchaîné. Chandel Jackson a crié et s'est mis à se débattre violemment, lançant des insultes aux juges, jusqu'à ce qu'ils doivent être plaqués au sol par des adjoints du tribunal qui l'ont aspergé de gaz poivré avant qu'il ne puisse être maîtrisé. Même les membres de sa famille ont semblé rendre la situation encore plus chaotique en agressant verbalement la famille de la victime. L'une d'entre elles a même été entendue dire qu'elle les détestait. S'il est difficile de comprendre pourquoi la famille de Jackson a lancé des attaques haineuses, compte tenu de ce que leur fils a fait, il n'en reste pas moins que justice a été rendue. Si vous pensiez que Chandel Jackson était le seul à ne pas pouvoir assumer les conséquences de ses actes, notre prochain accusé est sur le point d'en être un autre exemple flagrant. Joseph Zeller. Joseph Zeller a peut-être réussi à échapper à la justice pendant des années après avoir brutalement assassiné un enfant et sa babysitter en 1990. Il a toutefois fini par être arrêté et condamné pour ce crime. Pourtant, personne ne se serait attendu à ce que Zeller, âgé de 60 ans, réagisse très violemment au tribunal, allant même jusqu'à frapper son propre avocat, simplement parce qu'il ne voulait pas avoir à assumer les conséquences de ses actes. Prenez place dans le 20e tribunal judiciaire du comté de Lee, en Floride, où se produit cet acte de violence déconcertant. En mai 1990, Jan Cornell a demandé à son amie Lisa Story, 32 ans, de garder sa fille Robin Cornell, 11 ans, pendant qu'elle était sortie pour la nuit. Lorsqu'elle est rentrée le lendemain matin, elle a malheureusement trouvé Lisa et Robin mortes dans son appartement de Cape Coral. Les deux victimes avaient été agressées sexuellement, puis étouffées à mort. Pendant les 26 années qui ont suivi, la police n'a pas réussi à trouver le meurtrier et l'affaire est restée sans suite jusqu'en 2016, date à laquelle Joseph Zeller a été arrêté pour une accusation d'agression sans rapport avec l'affaire. C'est à ce moment-là que la police a découvert que son ADN correspondait à celui des meurtres de Story et Robin. Malgré la gravité du crime qu'il avait commis et les accusations de meurtre au premier degré qui pesaient sur lui, Zeller s'est montré irrespectueux, voire vulgaire, lors de son procès. À un moment donné, il a même affirmé avoir couché avec Jean Cornell quelques mois avant le meurtre. À aucun moment, il n'a manifesté de remords pour les meurtres. Les choses atteignent leur paroxysme en juin 2023, lorsque Zeller est enfin sur le point d'être condamné 33 ans après les meurtres. Il a été reconnu coupable des accusations de meurtre et le jury a recommandé la peine de mort. Avant que sa peine ne soit officiellement prononcée, M. Zeller s'est présenté au tribunal les poignets entravés. La caméra de la salle d'audience l'a montré en train d'appeler son avocat, Kevin Shirley, qui s'est penché en avant pour écouter ce que Zeller allait lui chuchoter. Cependant, Zeller a levé le coude et a violemment frappé le côté de la tête de Shirley. Heureusement, il a été immédiatement plaqué par deux huissiers et sorti de la salle d'audience avant que la situation ne devienne encore plus effrayante. Au final, Joseph Zeller a été condamné à 2 peines de mort pour chacune des victimes. Tout comme Joseph Zeller, notre prochain accusé réagit très violemment après avoir été condamné à la peine de mort. Dexter Johnson. Les actes violents de Dexter Johnson et des membres de son gang ont entraîné la mort de 5 personnes. Pourtant, lorsqu'il a été condamné à mort, Johnson, 17 ans, était si furieux que la salle d'audience est passée du calme au chaos en une fraction de seconde. Nous nous rendons au centre de justice pénale du comté de Harris, où se déroule ce moment effrayant dans la salle d'audience. Le 18 juin 2006, Maria apparaissait, 23 ans, et son petit ami Uingo, 18 ans, étaient en train de discuter dans sa voiture lorsque Dexter Johnson et un complice les ont surpris. Le duo a menacé le couple avec un fusil de chasse et un pistolet, l'a jeté sur le siège arrière et l'a conduit autour de Houston,
en lui demandant de l'argent, des cartes de crédit et des numéros d'accès à des guichets automatiques. Alors qu'il circulait en ville, 2 autres adolescents associés à Johnson se sont joints au groupe, les agressant et les menaçant. On aurait pu penser qu'il suffirait de voler le jeune couple, mais Johnson et sa bande les ont conduits dans un bois épais où il a violé Aparece. Une fois le viol terminé, il a tiré une balle dans la tête d'Aparece et de Ngo. Bien que l'équipe de défense de Johnson ait soutenu que quelqu'un d'autre avait accompagné le couple dans les bois et l'avait abattu, ce n'est pas le seul meurtre dans lequel Johnson a été impliqué. Il a également été impliqué dans une série de crimes qui ont duré 1 mois avant et après le double meurtre. En mai 2006, Johnson a tué un homme de 60 ans qui lavait son barbecue dans une station de lavage locale. Quelques semaines plus tard, la veille des meurtres d'Aparece et de Ngo, Johnson et un complice ont dévalisé 2 hommes qui se trouvaient devant une cabine téléphonique, tuant l'un d'entre eux après lui avoir offert un rouleau de pièces de 25 cents. Dans les jours qui ont suivi, un autre homme a été assassiné lors d'une série de vols orchestrés par Johnson et les membres de son gang. Il est finalement arrêté et doit répondre de plusieurs chefs d'accusation, notamment de meurtre et de viol. Son procès a été houleux, d'autant plus qu'il était considéré comme déficient intellectuel et schizophrène. Pourtant, lorsque Dexter Johnson a été condamné à mort, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse ensuite. La salle d'audience a été prise de frénésie lorsque Johnson s'est levé de son siège, furieux et cherchant peut-être même à s'en prendre aux familles des victimes. À ce moment-là, la procédure judiciaire a été interrompue et la salle d'audience a été le théâtre d'un véritable chaos. Même en dehors de la salle d'audience, le drame s'est poursuivi. Un membre de la famille de Dexter s'est effondré à la suite de ce moment terrifiant. Si Dexter Johnson a réagi violemment, ce n'est pas le cas de notre prochain accusé. Pourtant, sa comparution devant le tribunal est l'une des plus horribles que l'on puisse rencontrer. Monica Contreras. On dit que c'est dans la salle d'audience que la justice est rendue, mais dans le cas de Monica Contreras, c'est là même qu'elle a été agressée sexuellement et violée. Le pire, le juge l'a arrêtée alors qu'elle était parfaitement consciente de ce qui s'était passé. Prenez place au tribunal des affaires familiales du comté de Clark et revivez ce moment glaçant que de nombreuses femmes prient de ne jamais vivre. En août 2011, Monica Contreras et sa fille de 2 ans se sont présentées au tribunal des affaires familiales du comté de Clark, dans le Nevada, pour une audience dans le cadre de son divorce. Elle était loin de se douter que cette journée serait horrible pour elle. L'audience a été conduite par le conseiller auditeur, Patricia Donninger, qui n'a pas tardé à rendre son verdict sur l'affaire. Contreras pensait peut-être que c'était la fin de l'audience, mais elle a eu un choc brutal lorsqu'elle a été soudainement abordée par un marshal du tribunal, Ron Fox, qui lui a demandé de l'accompagner dans une autre pièce pour y effectuer une recherche de drogue. Contreras l'a suivi, tandis que sa fille est restée avec l'assistant d'audience. Dans une autre pièce, le marshal Fox a procédé à une fouille. Mais peu de temps après, Contreras a fait part de son inquiétude quant à la manière dont il l'a fouillée. Au lieu de s'arrêter ou de se faire accompagner d'un chaperon, le marshal Fox a poursuivi sa fouille plutôt bizarre et, lorsqu'elle a continué à exprimer son malaise, il a soudain déclaré qu'elle était arrêtée pour avoir fait de fausses allégations à l'encontre d'un officier de police. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que le conseiller auditeur Donninger a soutenu l'agent lorsqu'il a été mis au courant de la situation. Le pire, ils ont commencé à la menacer avec sa fille dans l'espoir qu'elle se rétracte. Effrayée par ce qui se passerait si elle était séparée de sa fille, c'est ce qu'elle a fait. Alors que Contreras se tenait menottée devant sa fille, elle a dirigé sa colère contre Donninger, la seule personne qui aurait dû la protéger du tribunal Marshall. Malgré les protestations de Mme Contreras, elle a été emmenée en prison et formellement accusée d'avoir fourni de fausses informations à un officier de police et d'avoir troublé l'ordre public. Le 5 avril 2013, Mme Contreras a pris une décision courageuse et a intenté une action en justice fédérale contre le marshal Fox, Donninger, le comté de Clark et l'État du Nevada. Il a été révélé que plusieurs incidents similaires s'étaient reproduits, mais qu'aucun n'avait été signalé aux affaires internes. En 2014, l'État du Nevada a versé 200 000 $ à Contreras. Comme vous le découvrirez très bientôt, les images de Monica Contreras dans la salle d'audience n'étaient qu'un des nombreux moments troublants. Notre prochain accusé est même allé jusqu'à agresser brutalement le juge. Deobra Redden, qui comparaissait déjà devant le tribunal pour plusieurs chefs d'accusation, dont une tentative de coup et blessure, s'est montré encore plus dangereux en s'attaquant physiquement à la juge. Dans un geste qui ferait pâlir d'envie les plus grands cascadeurs, Redden a sauté par-dessus le banc et s'est violemment attaqué à la juge Mary Kay Oltus, simplement parce qu'il ne voulait pas aller en prison. Rendons-nous au tribunal du comté de Clark à Las Vegas, dans le Nevada, où Redden se livre à un déchaînement terrifiant. Le 3 janvier 2024, Deobra Redden, 31 ans, a comparu devant le tribunal de circuit du comté de Clark
pour être condamné à une peine pour tentative de coups et blessures avec lésions corporelles importantes. D'après les dossiers du tribunal, Redden a été condamné 3 fois, et ce n'était pas la première fois qu'il comparaissait devant le juge Holthus. Il avait déjà comparu devant Holthus pour destruction malveillante de biens. En novembre 2023, il a plaidé coupable à une autre accusation de tentative de coups et blessures, et Holthus a émis un mandat d'arrêt contre lui en décembre après qu'il ait manqué une comparution devant le tribunal. Il devait être jugé le 3 janvier 2024. Avant que la salle d'audience ne se transforme en une scène chaotique, l'avocat de Redden a demandé à Holthus de condamner son client à une mise à l'épreuve, et Redden lui-même a plaidé sa cause, demandant l'indulgence. Mais le juge Holthus en a eu assez et a décidé qu'il était temps pour lui de goûter à autre chose. Malheureusement, Redden ne l'a pas bien reçu, et, dans un geste qui choque encore tous ceux qui tombent sur les images, il s'est jeté par-dessus le banc et a commencé à donner une pluie de coups de pied et de coups de poing au juge Holthus. Au milieu du chaos, les fonctionnaires du tribunal et le personnel de sécurité se sont précipités pour intervenir, mais Redden a opposé une résistance farouche. La lutte est intense. Les coups de poing et les corps s'entrechoquent. La salle d'audience s'est transformée en champ de bataille. Finalement, le juge Holthus a été sauvé, bien qu'il ait été très malmené. Une semaine plus tard, Redden comparaissait à nouveau devant le tribunal pour répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont la tentative de meurtre et plusieurs chefs d'accusation pour coups et blessures. Fait surprenant, il a été condamné par le même juge, et, cette fois, à une peine de 19 à 48 mois d'emprisonnement. Si Deobra Redden a fait preuve d'un grand manque de respect en attaquant le juge, notre prochain accusé a fait monter d'un cran le drame de la salle d'audience après avoir injurié et même menacé de tuer sa victime. Jeremiah Christian. Jeremy Christian est l'un de ces suprémacistes blancs dont le nom restera à jamais dans l'infamie. Outre le fait qu'il a mis fin à la vie de 2 hommes à la suite d'une agression raciste, Christian s'est montré totalement dénué de remords en proférant des injures à l'encontre de sa victime lors de sa déclaration d'impact, révélant même qu'il souhaitait l'avoir tuée. Prenez place au tribunal du comté de Multnomah, où se déroule cette scène dramatique. Jeremy Christian, suprémaciste blanc avoué, avait déjà fait preuve de violence et avait même été filmé une fois, renforçant ses convictions racistes et prêt à se battre pour sa cause. Pourtant, ce qui s'est passé dans le métro léger Max de Portland est tout à fait choquant. Le 26 mai 2017, Christian était à bord du train lorsqu'il s'est lancé dans une diatribe raciste et anti-musulmane à l'encontre de 2 adolescentes, l'une noire et l'autre musulmane portant un hijab. Les insultes sont devenues plus virulentes et les 2 jeunes filles ont dû se réfugier à l'arrière du train parce qu'elles avaient peur. 2 passants, Taliesin Mirdin Namkaimesh et Micah David Cole Fletcher, sont intervenus, mais Christian s'est mis en colère contre eux et les choses sont devenues violentes entre les 2 hommes. En moins de 12 secondes, Christian a poignardé les 2 hommes ainsi qu'un 3e homme, Ricky Best, qui se trouvait être un spectateur. Après que Fletcher a été poignardé, un homme s'est précipité vers lui et lui a prodigué les premiers soins. Malheureusement, Best et Namkaimesh n'ont pas survécu à l'attaque. Bien que Christian ait pris la fuite, il a été arrêté mais n'a pas semblé éprouver de remords pour ce qu'il avait fait. Bien qu'il soit accusé de meurtre au 1er degré, de tentative de meurtre et de crime de haine, Christian, tout au long de son procès, a continué à manquer de respect, à diriger sa colère vers les témoins et la salle d'audience en général. Le 24 juin 2020, Christian devait être condamné, mais il a dû être évacué de la salle d'audience après un accès de colère contre l'une de ses victimes survivantes lors de sa déclaration d'impact. Il a même souhaité la tuer. Malgré son accès de colère, Christian a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité consécutive, ainsi qu'à 51,5 années supplémentaires pour des charges connexes. Notre dernier accusé était un horrible tueur en série qui avait assassiné 3 femmes. Cependant, son procès a été un moment encore plus effrayant, surtout après que le père de l'une de ses victimes l'ait engagé dans une bagarre. Michael Madison. Lorsque Van Terry, le père de l'une de ses victimes, a fait sa déclaration, le tueur en série de l'Ohio, Michael Madison, a fait preuve d'une absence de remords et a même été surpris en train de sourire. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Terry se mette en colère au point d'engager un combat à main nue avec le tueur. Notre dernière affaire se déroule au tribunal du comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, où Madison est sur le point de découvrir ce que c'est que d'être attaquée alors qu'elle est sans défense. Michael Madison n'avait peut-être pas l'air d'un tueur typique, mais il s'est avéré être un tueur en série mortel qui a chassé et assassiné des femmes. Le 19 juillet 2013, le monde a découvert les crimes odieux de Madison lorsque la police a répondu à des rapports faisant état d'une odeur nauséabonde provenant d'un garage loué à Madison. Après enquête, ils ont découvert un corps en décomposition à l'intérieur.
L'enquête s'est rapidement intensifiée et les forces de l'ordre ont passé la région au peigne fin. En l'espace d'une journée, 2 autres corps ont été déterrés, l'un dans une arrière-cour et l'autre dans le sous-sol d'une maison inoccupée. La proximité des corps, tous retrouvés à moins de 100 ou 200 mètres les uns des autres, enveloppés dans des sacs en plastique, indique la nature calculée des crimes. La première victime était Shetisha Shiley, âgée de 28 ans, qui avait disparu depuis septembre 2012. La deuxième est Angela Deskins, 38 ans, dont la disparition a été signalée en juin 2013. Enfin, Shirelda Ellen Terry, 18 ans, a été vue pour la dernière fois le 10 juillet 2013, quittant une école primaire de Cleveland où elle avait un emploi d'été. Madison a été inculpée de 3 chefs d'accusation de meurtre aggravés en juillet 2013 et son procès s'est ouvert le 4 avril 2016. Pendant tout ce temps, Madison n'a montré aucun remords pour ses actes, ce qui a mis Van Terry, le père de la victime Shirelda Terry, dans une colère noire. De manière inattendue, Terry s'est jeté sur le tueur en série, lui administrant sa propre forme de justice. Bien qu'il ait été arrêté, il était clair qu'il s'agissait de l'action d'un père au cœur brisé face à une provocation inimaginable, et Terry a été libéré sans inculpation. Madison, en revanche, a finalement été reconnu coupable des 13 chefs d'accusation retenus contre lui. Il a été condamné à mort pour les meurtres des 3 victimes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo des moments les plus effrayants de tous les temps dans les salles d'audience. Pour d'autres vidéos intrigantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attendrai de l'autre côté. La salle d'audience peut être un lieu d'affrontement pour les fous. Et personne n'est surpris. N'oublions pas qu'il s'agit de criminels. Un type a jeté ses propres excréments sur son avocat. Voici les moments les plus fous que vous verrez dans un tribunal. Ricky Hand. Tout d'abord, lors d'une scène troublante et littéralement nauséabonde dans la salle d'audience, Ricky Hand, un homme de 46 ans originaire de Springfield, dans l'Ohio, a provoqué une certaine agitation au tribunal de première instance du comté de Clark. Il a choqué tout le monde en jetant des bouteilles remplies de ses propres excréments et de son urine sur son avocat. Cet incident a eu lieu après qu'il ait été condamné à 40 ans de prison pour une série de vols à main armée. Le jour de sa condamnation, Hand, qui était déjà en détention pour de multiples chefs d'accusation, a réussi à introduire clandestinement des bouteilles de fluide corporel dans la salle d'audience en les dissimulant dans une écharpe de bras. Lorsque le juge Richard O'Neill a prononcé la sentence, Hand a éclaté de colère. Il a ensuite lancé le contenu des bouteilles en direction de son avocat, le frappant et éclaboussant les adjoints qui se trouvaient à proximité. Les adjoints ont immédiatement maîtrisé Hand, qui a ensuite été inculpé de représailles, de harcèlement avec des fluides corporels et d'obstruction à l'exercice de fonctions officielles. Le bureau du shérif du comté de Clark a confirmé que Hand s'était préparé à l'attaque en cachant plusieurs bouteilles sur lui. Pour cette raison, des charges supplémentaires ont été retenues contre lui. Pourquoi Ricky Hand voudrait-il jeter ses excréments? Rien que d'y penser, c'est fou. Bien qu'il ait été rapporté que M. Hand avait mentionné qu'il apporterait des excréments lors de la condamnation, aucune fouille n'a été effectuée avant qu'il n'entre dans la salle d'audience. Le shérif du comté de Clark, Gene Kelly, a reconnu l'erreur et a déclaré qu'une enquête interne était en cours. Les politiques du bureau du shérif prévoient généralement la fouille des personnes entrant et sortant du tribunal, mais ces protocoles n'ont pas été respectés dans le cas de M. Hand. Ricky Hand, qui risquait déjà jusqu'à 52 ans de prison pour ses crimes, a été condamné pour une série de délits, dont le vol à main armée et l'entrée par effraction. Ces activités criminelles avaient endeuillé Springfield avec 14 cambriolages et vols dans des entreprises, au cours desquels il avait utilisé un couteau et une arme factice pour menacer ses victimes. L'inspecteur Ron Jordan, impliqué dans l'affaire Hand, a noté que Hand s'était d'abord montré coopératif au cours de l'enquête, admettant un grand nombre de ses crimes. Le passé criminel de Hand comprend une condamnation pour vol en 2011, pour laquelle il a purgé une peine de 4 ans de prison. Moins de 6 mois après sa libération, il a repris ses activités criminelles, ce qui a conduit à sa dernière condamnation et au drame judiciaire qui s'en est suivi. Cet homme était une menace folle, tant au tribunal qu'à l'extérieur. Il est amusant de constater que ce n'est pas la première fois que l'on assiste à un tel comportement perturbateur dans les salles d'audience. En 2009, dans une affaire similaire, Weusi McGowan avait jeté des excréments sur son avocat et les jurés lors d'un procès pour vol à San Diego. À la suite de ces actes, M. McGowan a été inculpé d'agression et condamné à une longue peine d'emprisonnement. McGowan a été condamné à 31 ans et 4 mois de prison pour ses frasques dans les salles d'audience et les accusations sous-jacentes. Ricky Hand s'est peut-être inspiré de lui. Quoi qu'il en soit, il a finalement été condamné à 40 ans de prison, et ce n'est pas le fait de faire des crottes qui y changera quoi que ce soit. Mais si vous pensez que cette affaire est désordonnée, l'affaire suivante, dans le Nevada, a secoué le monde entier lorsque l'accusé a attaqué un juge en exercice pendant le prononcé de la sentence. Delon Redden.
Le premier sur notre liste de fous est Deobra Delone Redden, un criminel de Las Vegas, âgé de 30 ans, qui a lancé une attaque violente contre la juge Mary Kay Holthus lors de sa condamnation. Redden, déjà inculpé de coups et blessures pour une brutale agression à la batte de baseball, avait plaidé la clémence, tentant de convaincre la juge de ses efforts pour réformer son comportement violent. Alors que le juge Holthus commençait à prononcer la sentence, indiquant qu'une peine de prison était inévitable, le comportement de Redden a radicalement changé. Lorsqu'un policier s'est approché pour lui passer les menottes, Redden s'est élancé de la table de la défense, a sauté par-dessus le banc du juge et a violemment plaqué le juge Holthus. Des témoins ont décrit la tête de la juge heurtant le mur et Redden la frappant avant qu'il ne soit maîtrisé par les fonctionnaires du tribunal. Dans le chaos, les actions de Redden ont poussé la juge Holthus à se réfugier sous son bureau, se couvrant le visage en se recroquevillant pour se protéger. La salle d'audience a éclaté lorsque les officiers de justice ont lutté contre Redden au sol, certains d'entre eux ayant apparemment donné des coups de poing pour le maîtriser. Redden, qui n'était pas entravé à ce moment-là parce qu'il n'était pas en détention, avait transformé ce qui était une audience de détermination de la peine en une scène tout droit sortie de Mad Max Fury. Après l'agression, Redden aurait manifesté une hostilité extrême à l'égard de la juge Holthus, disant aux agents pénitentiaires qu'il voulait la tuer, affirmant qu'elle lui en voulait et la qualifiant de diabolique. Redden a été immédiatement incarcéré avec une caution de 54 000 $ pour l'agression et doit maintenant faire face à une série de chefs d'accusation supplémentaires, dont extorsion, coercition par la force et plusieurs chefs d'accusation pour coups et blessures sur une personne protégée. C. Nouveaux chefs d'accusation sont liés non seulement à l'agression du juge Holthus, mais aussi à l'agression des agents qui sont intervenus. Il n'a fait qu'aggraver son cas déjà bien embrouillé. Le juge Holthus, légèrement blessé, a repris le travail le lendemain. Selon le juge en chef, Jerry Weiss, elle devrait poursuivre le lundi suivant la condamnation de Redden pour l'attaque à la batte de baseball. Dans cette affaire, Redden avait d'abord été inculpé d'agression, puis avait plaidé coupable pour une accusation moins grave de tentative de coups et blessures, entraînant des blessures importantes. Le casier judiciaire de Redden est rempli de délits violents, y compris des condamnations antérieures pour 3 crimes et 9 délits mineurs. Cependant, ce sont des personnes qui pensent que ces actions pendant la condamnation ne devraient pas être prises en compte lors de la détermination de la peine. Les personnes qu'il a attaquées au tribunal ne partagent peut-être pas ce sentiment. Lors d'une conférence de presse, le juge Weiss a salué l'action rapide du personnel de la salle d'audience, en particulier de Michael Lasso, l'assistant juridique du juge. Lasso a été reconnu comme étant la première personne à avoir tiré Redden du juge Holthus, ce qui a probablement permis d'éviter des blessures plus graves. Un fonctionnaire du tribunal a dû être hospitalisé pour une entaille au front et une épaule déboîtée lors de l'incident. Un incident fou pour de vrai. Après tout ce qui a été dit et fait. Il risque près de 30 mois pour l'accusation initiale de coups et blessures et 48 mois pour sa fuite devant le tribunal. Mais pour l'instant, il est en prison pour 4 ans pour une toute autre affaire. Comme cette affaire, la suivante porte sur une bagarre dans la salle d'audience. Toutefois, dans ce cas, c'est la famille de la victime qui a attaqué l'accusé. Paul Wade. Une scène dramatique et chaotique s'est déroulée dans une salle d'audience de Louisville lorsque les familles de 2 victimes de meurtre ont affronté le tueur présumé, Paul Wade, au cours d'une audience préliminaire. La bagarre, qui s'est soldée par 4 arrestations, a eu lieu au tribunal de district du comté de Jefferson, où Wade doit répondre des meurtres par balle d'Edward Lamont Smith, 26 ans, et d'Alexis McCrary, 25 ans, survenus le 10 septembre dans le quartier de Russell. La tension est montée d'un cran alors que Wade, vêtu d'une combinaison orange et menottée, était raccompagné dans sa cellule de détention après l'audience de vendredi. Le juge, qui présidait l'audience, a raconté plus tard que Wade s'était moqué des familles des victimes en passant devant elles. Cette provocation a entraîné une réaction explosive des familles, qui se sont élancées vers lui dans une tentative désespérée de le confronter. On sent que la tension monte. Des témoins ont décrit une scène chaotique au cours de laquelle plusieurs membres de la famille ont sauté par-dessus les barrières de la salle d'audience, en criant et en hurlant pour essayer d'atteindre Wade. Les adjoints du tribunal se sont précipités pour maîtriser la situation, tandis que Wade, plaqué contre un mur, assistait au drame. La salle d'audience s'est transformée en un véritable capharnaüm, les membres de la famille grimpant sur les bancs publics et tentant même d'escalader le bureau du juge. La situation a pris une tournure dangereuse lorsqu'un homme a sauté par-dessus le bureau du juge Haney à la poursuite de Wade. Wade, saisissant l'occasion, s'est esquivé par une porte ouverte dans le cabinet du juge pour tenter d'échapper aux proches qui s'avançaient. Un homme, rejoint par au moins un autre, l'a poursuivi dans le cabinet. La juge Haney, visiblement en détresse, a appuyé sur le bouton de panique et a appelé à l'aide à plusieurs reprises alors que le chaos s'installait. La vidéo de la salle d'audience montre les cris désespérés de la juge Haney. Au secours, alors que la lutte se poursuivait. Une adolescente, en classe de 4e, qui suivait le juge pour se familiariser avec la procédure judiciaire, était assise à proximité, visiblement choquée par le pandémonium.
On ne peut qu'imaginer le choc qu'elle a ressenti à ce moment-là. Dans la foulée, les procès-verbaux d'arrestation indiquent que des gaz poivrés ont été utilisés pour reprendre le contrôle de la salle d'audience. Les 4 personnes arrêtées, Joshua Whetstone, Monetra Kane, Isaiah Smith et Joshua Smith, ont été accusés de troubles à l'ordre public et d'obstruction aux activités gouvernementales. En outre, Isaiah et Joshua Smith ont été accusés d'agression et de résistance à l'arrestation pour leur rôle dans cette scène de folie au tribunal. Toutefois, la juge Haney a reconnu que c'était la première fois que les familles des victimes voyaient Wade en détention, ce qui a probablement contribué à exacerber les émotions. Elle a noté que les railleries de Wade avaient incité les membres de la famille, ce qui a conduit à l'explosion soudaine. Madame Haney a regretté que la situation ait dégénéré et a suggéré que des mesures telles que le remplacement de la porte manquante près du banc du juge et la présence d'un plus grand nombre d'adjoints auraient pu atténuer la gravité de l'incident. Wade, qui a été arrêté le 13 octobre, doit répondre de 2 chefs d'accusation pour meurtre et d'une accusation de criminel condamné en possession d'une arme de poing. Il a plaidé non coupable. À l'instar de cette affaire, notre prochain cas est celui d'un psychopathe qui a foncé avec son 4x4 sur un groupe de personnes, qui n'a éprouvé aucun remords et qui a rendu la procédure judiciaire aussi chaotique que possible, allant même jusqu'à se moquer des déclarations des victimes. Darrell Brooks. Nous nous rendons ensuite à Waukesha, dans le Wisconsin, où Darrell Brooks, un habitant de Milwaukee, a été condamné à 6 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive le mercredi 16 novembre. Son crime ? Avoir foncé avec son 4x4 dans une parade de Noël le 21 novembre 2021, tuant 6 personnes et en blessant des dizaines d'autres. En prononçant la sentence, la juge Jennifer R. Dorough a souligné l'absence de remords absolu chez Brooks. Les victimes de cet acte horrible allaient de jeunes enfants à des personnes âgées. Jackson Sparks, 8 ans, Tamara Durant et Jane Coolidge, 52 ans, Leanna Lee Owen, 71 ans, Virginia Sorenson, 79 ans, et Wilhelm Ospel, 81 ans, ont tous perdu la vie à cause des actes irréfléchis de Brooks. Au total, Brooks a blessé 69 personnes lors de cette journée fatidique. Au cours du procès, Brooks a tenté d'affirmer que ces actes étaient dus à des problèmes de santé mentale. Cependant, le juge Dorough n'a pas accepté cette explication. Elle a indiqué que 4 experts avaient évalué l'affaire et n'avaient trouvé aucune preuve à l'appui de la thèse de la non-culpabilité pour cause de maladie mentale. La juge Dorough a ensuite évoqué les faits troublants de l'affaire et les actions de Brooks avant l'événement tragique. Lors d'une partie particulièrement effrayante de la procédure, il a été révélé que Brooks avait eu une violente confrontation avec son ex-petite amie, Erica Patterson, qui est également la mère de l'une de ses filles, juste avant le défilé. Patterson a déclaré que Brooks l'avait frappée au visage alors qu'elle se trouvait dans son 4x4. Darrell Brooks faisait face à de nombreuses accusations, notamment 61 chefs d'accusation pour mise en danger de la sécurité et 6 chefs d'accusation pour homicide intentionnel au premier degré avec utilisation d'une arme dangereuse. Malgré la gravité de sa situation, Brooks a choisi de se représenter lui-même au tribunal, une décision qui a ajouté au spectacle de son procès. Tout au long du procès, Brooks a été un élément perturbateur. Il a fréquemment interrompu le juge, s'est moqué des témoins et s'est comporté de manière erratique, ce qui a entraîné de nombreux retards. Par exemple, il avait des problèmes avec la prononciation du mot « défendeur ». Ces pitreries ont atteint leur paroxysme lorsqu'il s'est engagé dans un face-à-face tendu avec la juge Dorough, ce qui a incité cette dernière à demander une pause. En fin de compte, le comportement erratique de Brooks n'a pas permis de réduire sa peine. Il a écopé de 6 peines de prison à vie pour les homicides et de 17,5 ans de prison pour chacun des 61 chefs d'accusation de mise en danger d'autrui, soit plus d'1 siècle derrière les barreaux. Au cours de cette condamnation chargée d'émotions, le juge Dorough a fait part des témoignages déchirants des familles des victimes. Sherry Sparks, qui a perdu son fils Jackson dans l'attentat, a exprimé en larmes le vide profond laissé par son absence, mentionnant que chaque fête leur rappelait son absence. Avant le prononcé de la sentence, 45 personnes, dont des enfants, ont raconté l'impact de l'incident. Leurs récits décrivent de manière frappante la dévastation causée par les actes de Brooks. Jason Peckloff, s'exprimant au nom des communautés catholiques de Waukesha, a critiqué Brooks pour son manque de remords, déclarant qu'il avait volé leur innocence ce jour-là. Jeff Rogers a fait part de l'impact durable sur sa famille après que ses fils ont échappé de justesse à l'attaque, révélant le traumatisme durable auquel ils ont été confrontés. Avant la sentence, Brooks a prononcé un discours, si l'on peut dire. Il a exprimé sa gratitude envers sa famille et son inquiétude pour ses enfants. Il s'est senti incompris, souhaitant que les autres puissent le voir tel qu'il est, alors que ses actes témoignent d'une autre histoire. Il allait passer le reste de sa vie en prison. Darrell Brooks a peut-être été une menace lors de son procès, mais l'accusé dans cette autre affaire est passé à un autre niveau. Alan McCarthy.
Dans le cadre d'un drame judiciaire qui semble plus digne d'un scénario hollywoodien que de la réalité, Alan McCarty Jr., un Floridien grossier, a été condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir menacé de tuer un juge. Ses accès de colère et son comportement vulgaire au cours du procès lui ont valu 10 jours de prison supplémentaires, ce qui a presque conduit le juge à lui coller du ruban adhésif sur la bouche pour le maîtriser. Alan McCarty Jr., 36 ans, originaire de Milton, en Floride, a été condamné en août pour avoir menacé de mort la juge de circuit Stacia Warren après une décision rendue dans une affaire de garde d'enfants. Ces menaces violentes ne se sont pas arrêtées là. Il a également visé l'enfant à naître d'un procureur. La salle d'audience a été un champ de bataille dès le début. Monsieur McCarty a proféré des injures lorsque le juge Foxman a lu sa sentence. McCarty a crié, ce qui a incité Foxman à le faire sortir de la salle d'audience. Même en son absence, la voix de McCarty résonnait dans le palais de justice alors qu'il continuait à proférer des jurons et des insultes raciales depuis une pièce séparée où il observait les débats à travers une vitre sans teint. Les perturbations de McCarty ont commencé bien avant sa condamnation. Ces tirades étaient si persistantes que le juge Foxman avait déjà prévenu qu'il mettrait du ruban adhésif sur la bouche de McCarty s'il continuait. À un moment donné, McCarty a grossièrement suggéré au juge de lui faire un acte sexuel, proposition que Foxman a poliment déclinée en déclarant « Je préfère ne pas le faire ». Bien qu'il ait été placé dans une salle séparée pendant le procès, le comportement de M. McCarty ne s'est pas amélioré. Il a insulté son avocat commis d'office, Ryan Belanger, a refusé de porter une tenue correcte dans la salle d'audience et a continué à proférer des remarques désobligeantes. Le jury, composé de 3 femmes et de 3 hommes, n'a mis que 30 minutes à condamner M. McCarty pour de multiples chefs d'accusation, dont menaces d'extorsion et corruption par la menace à l'encontre d'un agent public. Rien d'étonnant à cela. Ces menaces ne se limitèrent pas au juge Warren. Il a également insulté les répartiteurs lors d'appels téléphoniques. M. McCarty, qui a assisté au verdict depuis son espace clos, est resté inhabituellement silencieux à la lecture des verdicts de culpabilité. Les menaces de M. McCarty découlèrent de sa colère d'avoir perdu la garde de ses enfants. Il a affirmé que ces menaces n'étaient que des mots et qu'elles ne devaient pas être prises au sérieux. L'assistante du procureur Ashley Terwilliger a souligné la gravité des actes de M. McCarty, précisant que la juge Warren craignait réellement pour sa vie. Les enfants de M. McCarty vivaient au Texas depuis des années et il ne les avait pas vus depuis 2020. Tout au long du procès, le comportement de McCarty a été un défi constant. Il a interrompu la procédure à plusieurs reprises, a refusé de coopérer avec sa défense et a même prétendu que ses droits étaient violés alors qu'il était détenu dans une pièce séparée. Ces actions extrêmes ont conduit à une présence renforcée de la sécurité, y compris une ceinture électrique portée sous sa combinaison, capable de délivrer une décharge électrique en cas de besoin. Au cours du procès, McCarty a proféré des menaces alarmantes dans des appels enregistrés, jurant d'exécuter le juge Warren dans la rue. Madame Warren a témoigné de la peur qu'elle a ressentie en apprenant les menaces de M. McCarty. Malgré les interruptions fréquentes de McCarty, la salle d'audience est restée calme. Finalement, malgré sa mauvaise conduite, il a été condamné à 20 ans de prison. Ensuite, c'est une affaire qui semble tout droit sortie d'une émission télévisée de grande écoute. Une affaire non résolue, une enquête qui s'étend sur des décennies et un meurtrier psychopathe. Joseph Ziller. Joseph Ziller, un double meurtrier de Floride, a été condamné à mort pour le meurtre brutal en 1990 de Robin Cornell, 11 ans, et de Lisa Story, 32 ans. Ziller, 61 ans, a stupéfié la salle d'audience non seulement par ses crimes effrayants, mais aussi par ses singeries macabres, notamment en griffonnant le mot « tueur » sur ses fausses dents et en proférant des insultes ignobles à l'encontre des familles des victimes. Revenons en arrière. Par une nuit tragique de 1990, John Cornell a laissé sa fille Robin à la garde de son amie Lisa Story dans leur appartement de Cape Coral. À son retour le lendemain matin, elle a découvert que toutes deux avaient été sauvagement assassinées. L'affaire est restée sans suite pendant 26 ans, jusqu'à ce qu'en 2016, une correspondance ADN permette de relier Joseph Ziller, alors emprisonné pour une agression sans rapport avec l'affaire, à la scène de crime. Le procès de Ziller a révélé toute l'étendue de sa brutalité. Il avait non seulement étouffé ses victimes, mais les avait également agressées sexuellement. Pour tenter d'expliquer la présence de son ADN, Ziller a concocté un mensonge éhonté, affirmant qu'il avait eu des relations sexuelles avec John Cornell quelques mois avant les meurtres. Ce mensonge a été rapidement démenti par les procureurs qui ont souligné qu'il était improbable que l'ADN reste détectable pendant une période aussi longue. Ziller a répondu par une insulte ignoble, traitant John Cornell de cochon, qui ne lavait jamais ses draps. Tout au long du procès, Ziller a fait preuve d'une absence de remords inquiétante, se moquant souvent de John Cornell et des autres personnes présentes dans la salle d'audience. Son comportement bizarre a atteint son paroxysme lorsqu'il est apparu avec le mot « tueur » grossièrement écrit sur ses fausses dents, un geste malsain destiné à choquer et à provoquer. John Cornell, qui n'avait jamais perdu l'espoir de retrouver l'assassin de sa fille, a décrit Ziller comme un être sans pitié et malfaisant.
Dans les années qui ont suivi les meurtres, on a conseillé à Madame Cornell de garder le corps de sa fille intact pour d'éventuelles preuves médico-légales. Cette décision l'a hantée, mais en 2010, après que les enquêteurs ont confirmé que le corps n'était plus nécessaire pour l'affaire, elle a fait incinérer Robin. Le jour de la condamnation de Ziller, Madame Cornell a trouvé du réconfort en disant à sa fille « Tu peux te reposer maintenant ». Mais le drame a atteint son paroxysme le jour de la sentence. Ziller a soudainement attaqué son avocat, Kevin Shirley, en lui assénant un coup de coude à la tête. Les huissiers ont rapidement maîtrisé Ziller, qui a ensuite été expulsé de la salle d'audience. C'est à vous de leur dire, monsieur l'avocat. Un jury avait précédemment déclaré Ziller coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. 10 jurés sur 12 ont recommandé la peine de mort. Le comportement de Ziller tout au long du procès, notamment les cris et les gestes vulgaires qu'il a adressés au jury, n'a fait que renforcer leur décision. La procureure Amira Fox a souligné que la condamnation de Joseph Ziller a permis à Robin Cornell et Lisa Story de tourner la page, ce dont elles avaient grand besoin. Elle a indiqué que la peine infligée à Joseph Ziller montre vraiment la gravité et l'horreur de ses crimes. L'affaire a hanté la famille pendant près de 30 ans. Jeanne Cornell, mère éplorée, a exprimé à la fois son soulagement et sa tristesse d'obtenir enfin justice pour sa fille et son amie après une si longue attente. Même si les crimes ont été terribles, la condamnation de Ziller et sa peine de mort ont permis de tourner la page. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Découvrez d'autres vidéos de tribunaux passionnants sur l'écran.